Chers amis, bonjour et bienvenue ou bon retour sur ce canal. Nous sommes le mardi 17 octobre nous sommes toujours en 2023. Et donc, comme promis, une petite vidéo pour faire un point d'actualité, un point de situation par rapport à ce que nous vivons. Et là, avec un grand étonnement, je dois dire que je ne cesse d'être surpris de la remontée de certains commentaires particulièrement angoissés. Alors, euh, rassurons-nous, soyons clairs, les angoisses, elles sont normales, elles font partie de la vie. Je dirais même qu'elles font partie du chemin, elles font partie du travail que nous devons tous mener individuellement parlant. Mais ces angoisses-là ont connu une espèce de pic, un pic, mais vraiment excessif. On a été plusieurs à recevoir des messages, mais vraiment très très alarmistes, quant à une supposée survenue, arrivée d'une troisième guerre mondiale. Bon, alors sur le plan historique, je vais y revenir dans quelques instants. Par contre, ce qui m'étonne quand même beaucoup dans cette histoire, c'est que, par exemple, si je vous renvoie à la vidéo que nous avons réalisée, Agnès et moi, c'était sur son canal autour du 28 août dernier, me semble-t-il. Vous pouvez retourner sur sa page, Agnès Tarot, dans les vidéos en direct. À aucun moment nous nous sommes cachés sur le fait que cette fin d'année allait être tendue, angoissante, qu'elle allait être littéralement inconfortable, mais que pour autant rien n'allait vraiment bouger dans l'ordre du monde. Voilà. On l'a dit, je pense, assez clairement, et puis ça fait même, je pense, un certain nombre d'années que quant à l'éventualité d'un nouveau conflit généralisé, c'est plutôt montré rassurant. Et pour autant, certains là, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait, j'ai pas compris pourquoi là d'un seul coup on a reçu tous ces messages. Alors j'imagine qu'il y a dû y avoir un ou une youtubeuse qui ont dû faire le buzz avec une vidéo angoissante, et puis voilà, c'est parti comme une traînée de poudre. Bref, reprenons un peu les choses depuis le début. Connaissez-vous le... Je vais prendre un truc tout bête. Excusez-moi, ça va peut-être vous paraître un peu bébête. Mais je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du conte des trois petits cochons et du méchant loup. Le conte des trois petits cochons. Peut-être même que certains d'entre vous l'ont entendu quand ils étaient jeunes, ou même l'ont conté à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Vous savez que les contes, c'est comme les mythes. Ils enseignent une morale, ils enseignent une leçon de vie. Alors je vous propose de refaire un petit détour sur le conte des trois petits cochons. Alors les trois petits cochons, vous savez, ce sont des triplés. Ce qu'on appelle des jumeaux triplés, donc c'est ce qui signifie qu'ils sont parfaitement à égalité. Ils sont nés à peu près en même temps de la même maman. La même maman cochon, enfin bref, vous m'avez compris. Ces trois petits cochons, ils ont pour nom Naf Naf, Nif Nif et Nouf Nouf. Bon, après, vous leur donnez le nom que vous voulez, si ça vous arrange, moi ça m'est complètement égal. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette histoire? Eh bien, elle nous raconte qu'à un moment donné, ces trois petits cochons, ils ont grandi, et la maman cochonne, pardon, bref, la maman, voilà. Je crois que j'aurais peut-être pas dû prendre cette histoire en fin de compte. Donc la maman, à un moment donné, on avait un petit peu marre d'avoir ces trois petits gamins à la maison, et puis peut-être aussi que certains d'entre eux avaient envie de prendre le large, de sortir du cocon maternel, bref, de vivre leur vie de cochon. Enfin, passé. Voilà. Et du coup, vient le jour de la séparation. Et cette maman leur dit... Attention, prenez bien garde au grand méchant loup. Pour ce faire, sachez vous construire une belle et solide maison. Construisez-vous une belle maison qui vous protégera du grand méchant loup.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que vous êtes un peu tous au courant. Il y a 3 petits cochons. Ils sont identiques, ils ont une culture identique, mais ils vont chacun mener leur vie librement. C'est-à-dire que le premier petit cochon, ça doit être Nif Nif, va construire une maison de paille. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il trouve que la vie est vachement belle, qu'elle mérite d'être vécue en liberté et qu'il n'y a pas trop de temps à perdre à se construire une maison, mais juste un toit pour se protéger des intempéries. Et puis même, une maison en paille, ça tient chaud l'hiver. Formidable. Le petit problème pour ce petit cochon-là, donc pour Nif Nif, c'est que le méchant loup vient à passer par là, et comme vous le savez, le petit cochon s'est renfermé dedans, mais pour l'en faire sortir, de pouvoir le goûter, le grignoter, le manger, bref, le méchant loup, il a soufflé dessus avec son grand souffle. Et la maison de paille s'est envolée, laissant Nif Nif sans défense ni aucune protection et obligé de s'enfuir en courant vers la maison de son frère, Nouf Nouf. Son frère qui lui avait construit une maison un peu plus solide. Elle était en bois. Alors les deux, là, devant la menace du grand méchant loup, se sont renfermés dedans, se sont barricadés, enfermés. La maison est relativement solide, hein, c'est du bois costaud quand même. Alors là, le loup arrive, il fait le tour de la baraque. Souffler dessus, ça va pas trop le faire, hein, parce que le bois est quand même costaud. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un briquet. Oui, parce que c'est un loup civilisé, enfin dans mon histoire à moi, dans ma version à moi. Et puis il va foutre le feu à la maison. Résultat, la maison prend feu. Qu'est-ce qui se passe? Nif Nif et Nouf Nouf, ils vont partir en courant, s'enfuir pour échapper au méchant loup. Et là, ils vont trouver refuge chez leur frère Naf Naf. Alors, le cas de Naf Naf est plus intéressant, puisque Naf Naf, c'est un petit cochon qui est d'un tempérament plus sérieux, plus lent, plus déterminé. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une maison en creusant des fondations, et dans ces fondations, il les a remplies avec des pierres et du ciment. Bref, il a monté une très jolie maison en pierre. Donc, qui ne craint ni les tempêtes, ni les incendies. Ces deux frangins arrivent et ils préviennent leur frère que le loup est à leur trousse, et donc ils se renferment dans la maison, là où ils sont vraiment en sécurité. Alors que Nif Nif et Nouf Nouf sont complètement en panique, ils sont toujours sous le coup de leurs émotions, ils sont en train de trembloter dans tous les sens. Pendant ce temps-là, leur frère Naf Naf continue à vaquer à ses occupations quotidiennes. Il était en train de tailler un buffet en bois pour aménager sa maison, ou tailler un lit, enfin ce que vous voulez. Bref, Naf Naf, lui, il continue de vivre sa vie pendant que ses deux frères sont tétanisés par la peur. Le loup arrive. Il fait le tour de la maison, il s'approche à pas de loup. Et à un moment donné, il s'approche vraiment de la maison, lentement, doucement, sans aucun bruit, pour essayer d'étudier un petit peu cette maison, essayer de voir s'il y avait une faiblesse particulière. Là, Nif Nif et Nouf Nouf, qui sont dans la maison, qui sont toujours dans cet état de panique, ils n'ont pas vraiment confiance en eux, donc du coup ils n'ont pas confiance dans la maison qui les abrite, et ils essayent de surveiller le loup par la fenêtre. Alors ils sont dans un coin de la fenêtre parce qu'ils n'osent même pas trop s'exposer. Puis là, le loup, il rampe doucement. Bah! Méchant loup! Voilà, et là, c'est la panique totale à l'intérieur. Nif Nif et Nouf Nouf courent dans tous les sens et ils vont se réfugier sous le lit. Naf Naf, lui, il est toujours en train de continuer à ses occupations quotidiennes. Bon, regardez, mais qu'est-ce qui vous prend? Ah, il y a le grand méchant loup, il vient de nous faire peur. Naf Naf dit, ouais, si vous faites peur parce qu'il vous a fait vous n'avez pas fini d'avoir peur dans votre vie. Là-dessus, le loup, qui n'est pas totalement idiot, il a étudié les failles de la maison, il a vu qu'il y avait une cheminée. Qu'est-ce qu'il fait, le loup? C'est un loup grimpeur. Il escalade la maison et il se dit, je vais pouvoir rentrer
part à la cheminée pour aller bouffer les 3 petits cochons. Voilà. Sauf que là, Naf Naf qui entend le loup grimper sur la maison, qu'est-ce qu'il fait? Un loup grillé à midi, ça vous tente? Allez hop, il fout la marmite, il fout le feu sous la marmite, et puis il attend que le loup tombe dedans. Terminé, ni vu, ni connu. Moralité de cette histoire, parce qu'elle a un but, cette histoire. C'est surtout l'analogie avec les maisons qu'il faut retenir. Quand on construit une maison solide, ce qui était la demande et même l'exigence de leur mère aux 3 petits cochons, ça signifie tout simplement se solidifier à l'intérieur, se fortifier à l'intérieur. Dans les rêves, par exemple, quand on rêve la nuit, quand on rêve d'une maison, en fait, c'est toujours notre corps. C'est la façon dont nous habitons notre corps. Quand nous avons des rêves de maison qui brûlent, c'est que nous sommes angoissés, c'est que notre intériorité n'est pas fiable, n'est pas stable, et qu'à tout moment, on peut être terrassé par des circonstances extérieures. Donc on a le problème de la maison de paille qui est quand même très fragile. La maison de bois, elle est un peu plus solide, mais elle ne résiste pas aux incendies. Par contre, la maison de pierre, avec les fondations, elle est extrêmement solide et elle est à l'image d'un Naf-Naf qui est une personne intérieurement sécure, qui a une sécurité intérieure totale. À aucun moment il n'a craint le loup. Et le loup, c'est quoi? C'est juste l'analogie des angoisses de la vie, des angoisses que la vie va nous présenter. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, quand nous sommes angoissés, c'est que notre intériorité n'est pas serein. Et évidemment, allez, on ne va pas en vouloir à qui que ce soit, comment être serein dans cette période où depuis 2020, on est en train de nous bombarder sans cesse d'événements extrêmement négatifs, d'événements sidérants. Alors, ceux qui ont construit leur maison intérieure en pierre, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont des maisons en paille et d'autres en bois, c'est beaucoup plus incertain. Et là, ils vont trouver refuge chez quelqu'un qui est un peu plus sécure. Ce qui est normal. Ça fait partie des choses et des éléments de la vie. Ça fait partie aussi de notre construction. Parce qu'au début, on peut construire une maison en paille, puis après aller chercher une maison en bois, et puis au final, finir par construire une maison en pierre. On est là aussi pour progresser. On fait nos expériences. Sur un plan émotionnel, comment ça se passe? Sur un plan psychanalytique et neurologique. Depuis 2020, on nous bombarde d'actualités extrêmement oppressantes, d'actualités sidérantes. C'est la plus vieille technique de torture qui existe, qui est vieille comme le monde. Cette technique, c'est quoi? Elle consiste à quoi? Elle consiste à surcharger l'amygdale du cerveau d'émotions négatives, ce qui cause une paralysie d'action. Vous savez, c'est comme lorsque la réaction d'une personne qui est devant, je sais pas moi, qui est sur une plage et qui voit un raz-de-marée arriver, et au lieu de courir dans le sens inverse pour se mettre à l'abri, il est paralysé, il est sidéré, il est tétanisé par le raz-de-marée qui arrive, c'est-à-dire par toutes ces émotions qui sont en train de nous submerger. Et il se fait embarquer. C'est exactement ça qui se passe. Alors, il n'y a pas de quoi être surpris parce qu'il y a un nouvel épisode après tout ce qui a été le Covid, la guerre en Ukraine, les picouseries. Maintenant, c'est Israël. Mais vous inquiétez pas, je vais vous le dire, c'est pas fini. Ils vont continuer. Il y a les attentats. Et encore, au niveau des attentats, on n'a rien vu. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus importantes, qui risquent, encore une fois, mettez tout ce que je dis au conditionnel. Moi, je ne fais qu'interpréter le climat astral. La façon dont ça va se concrétiser sur Terre, ça, je ne suis pas capable de vous le dire. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le but de nous agresser émotionnellement. Et plus on est dans l'angoisse, plus nous sommes paralysés, et plus eux, ils sont libres. Je parle des méchants, je parle du grand méchant loup. Bon, ce qui est bien, c'est que dans mon histoire des 3 petits cochons, à la fin, le loup, il finit grillé. Alors, selon les versions. Bref. Voilà. Donc, il faut, à un moment donné, vraiment savoir travailler sur ses émotions et acter le fait qu'on est bombardé volontairement par tout ça. Et puisque nous sommes bombardés volontairement, au bout d'un moment, on devrait être immunisé, au lieu d'être toujours plus
de toujours plus rentrer dans une forme d'angoisse. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Maintenant, revenons à nos astres, au niveau astrologie. Vous savez, ce qui m'embête, c'est que des fois, j'ai l'impression de répéter, et puis du coup, de ne plus avoir grand-chose de nouveau à vous dire. Mais je pense que il apparaît utile de répéter certains messages. Donc, lors de notre live avec Agnès Tarot, que je salue, coucou Agnès, nous avons évoqué le fait que la rentrée septembre, octobre, novembre, décembre, ça allait être une période extrêmement inconfortable. Ah ben, on ne vous a pas menti. Voilà. Extrêmement inconfortable. Comment ça se traduit sur un plan astrologique? Toutes les lunaisons qui vont se produire jusqu'à la fin de l'année vont s'accompagner de la planète Mars. Alors, la planète Mars, c'est agressif. Qu'on le veuille ou non, sa nature, c'est d'être chaude et sèche, c'est agressif. Après, c'est agressif dans les deux sens. C'est agressif pour les méchants, c'est agressif pour les gentils. Donc, on est dans un climat global qui est de type martien. Et oui, c'est une énergie qui est négative. Pour les anciens, Mars était une planète négative, hein, c'était une planète dite maléfique. Alors aujourd'hui, on va pas parler de choses maléfiques, c'est la nature de la planète de Mars, qui est une planète de pure énergie, mais d'énergie sèche et parfois qui peut être violente. Donc, on va continuer à avancer dans un climat. Puis alors là, c'est encore, on n'a rien vu. Hein. Le mois de novembre, quand on va être dans la période du Scorpion, le mois du Scorpion, les angoisses pourraient, hein, je vais rester au conditionnel, mais pourraient monter d'un cran. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que tout pendant que ces angoisses, cette situation inconfortable va augmenter, rien ne va bouger. Alors attendez, je reprends, rien ne devrait bouger. J'espère que ça puisse bouger, mais je crains que ça ne bouge pas en tout cas. Je vous ai jamais caché que pour moi, les grands changements ne pourraient intervenir qu'à partir de la fin du printemps 2024. Donc, en ce qui concerne la situation au Moyen-Orient, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Un peu d'histoire. Il n'y a pas de parti pris. Hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai des amis juifs, j'ai des amis israéliens, j'ai des amis palestiniens. Et la France, justement, c'était l'un des génies de De Gaulle qui avait forgé une très grande puissance et reconnaissance mondiale de la diplomatie française. Ce que le gamin a cherché à détricoter, la France ne prenait pas position dans le conflit. Elle essayait de garder une certaine neutralité. Elle n'a jamais été ni pro-juive, ni pro-palestinienne. Voilà, bon, ça c'est le contexte historique de la France. Maintenant, l'origine du conflit israélo-palestinien. De quand il date? La toute première origine, c'est 1897. Alors là, il va falloir faire un peu une distinction entre le côté juif et le côté dit sioniste. En 1897 naît le mouvement sioniste avec Theodor Herzl qui vise à la création d'un État juif. 1897, c'est-à-dire la fin du 19e siècle. Ce projet va commencer à se concrétiser pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, entre parenthèses, la Seconde Guerre mondiale, hein, j'ai mis un post dans la communauté. Oui, elle n'est toujours pas finie, officiellement. Il n'y a jamais eu de traité de paix suite à la capitulation allemande. Je ferme la parenthèse. Voilà, ça c'est pour les eschatologues. Donc, la concrétisation de la création d'un État juif s'est faite à New York au mois de mai, je n'ai plus la date exacte, peu importe, c'était la conférence de l'hôtel Biltmore, du mouvement sioniste à New York qui a clairement manifesté la création d'un État juif en territoire palestinien. Ça a fini par aboutir, comme vous le savez, comme vous le savez peut-être pas, enfin peu importe, bref, en 1948, donc 3 ans après la fin des hostilités guerrières et militaires,
l'ONU a officialisé la reconnaissance d'un État juif en territoire palestinien. Mais ça a été fait au détriment d'un autre peuple, donc le peuple arabe, le peuple palestinien. Au moment de la création de l'État d'Israël, donc en 1948, au mois de mai 1948, il faut dire que le ciel n'était pas très propice. On avait une conjonction Saturne-Pluton, ce qui n'est pas des plus agréables. Et puis, alors l'État palestinien en fait réagit aux planètes Saturne-Uranus et Saturne-Pluton. Bref, Saturne-Uranus-Pluton. Concrètement, pour les astrologues qui me suivent, les astrophiles, en 1897, on avait une conjonction Saturne-Uranus. On avait un sextile croissant au moment de la création de l'État juif, de l'État d'Israël. C'est vraiment le cycle qui scande l'évolution de l'État israélien. En 1967, il y a eu la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours qui a en fait opposé, c'est une attaque, c'est une réaction de l'État israélien vis-à-vis du blocus par les Égyptiens du détroit de Tiran, qui est un des détroits qui ferme la mer Rouge. Vous savez, la mer Rouge, il y a 2 bras. Il y en a un qui donne sur le canal de Suez, l'autre qui donne le long du Yémen vers l'Arabie Saoudite. Et bien, ce petit bras-là, il y a un détroit qui s'appelle le détroit de Tiran, qui permet de donner accès aux bateaux israéliens. Les Égyptiens ont fait un blocus. Il y a une contre-réaction militaire israélienne et ça a abouti, ça a été un véritable désastre pour les Arabes, c'est-à-dire pour les Palestiniens et pour les Égyptiens, puisqu'à ce moment-là, Israël a occupé tout le désert du Sinaï, qui est justement la péninsule du Sinaï qui est entre les 2 bras de la mer Rouge. Ils ont également perdu la fameuse bande de Gaza dont nous parlons aujourd'hui. Et puis, ils ont également, du côté de la Syrie, a perdu le plateau du Golan et la Jordanie a perdu la Cisjordanie. Voilà, tout ça est rentré sous territoire, enfin sous l'autorité israélienne. La revanche, le retour, ça a été 1973 avec la fameuse guerre du Kippour, où là c'était une contre-réaction égyptienne pour récupérer la péninsule, le désert du Sinaï. Voilà. Alors ça a été un conflit extrêmement violent, extrêmement rude, au départ qui était à l'avantage des Égyptiens. Là on était en octobre 1973. Puis progressivement, il y a eu des erreurs faites des erreurs militaires commises par l'armée de Sadat. L'armée israélienne a pu se refaire et au final il y a une forme de statu quo, mais ça a permis d'aboutir à un moment donné aux accords de Camp David, fameux accord où il y a eu une poignée de main entre Sadat et Sadat et cette premier ministre israélien, je crois que c'était Menahem Begin à ce moment-là. Peu importe. Bon, là, je vous fais vraiment la leçon d'histoire. Excusez-moi. C'est vraiment un résumé du conflit israélo-palestinien pour vous dire que c'est pas nouveau. Donc, les accords de Camp David ont été signés en 1978 et en gros, à partir de ce moment-là, Israël a vécu en paix avec l'Égypte. Par contre, les territoires palestiniens au sein d'Israël, on continue à poser problème parce que, les Palestiniens veulent aussi avoir leur État, puisque les Israéliens leur ont pris. Alors, ça s'est passé comment tout ça? Comme vous le savez, ça n'a jamais été simple. Il y a notamment un personnage qui a milité d'abord dans une action terroriste pour la reconnaissance d'un État palestinien, un État éclaté entre la bande de Gaza au sud-ouest d'Israël, le plateau du Golan au nord-est et la Cisjordanie à l'est. Ce personnage, c'est Yasser Arafat, avec ce mouvement terroriste qu'on appelait l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui progressivement, de mouvement terroriste, est devenu un parti politique qui a cherché à administrer donc les territoires palestiniens. Voilà. Yasser Arafat a plutôt, on va dire, bien évolué. En tout cas, les actions terroristes, il les a abandonnées
pour devenir un parti politique qui pouvait être reconnu par tous les peuples, et palestiniens et même israéliens quelque part. Puis progressivement, il y a eu des divisions à l'intérieur des territoires palestiniens, notamment, et c'est là que nous avons la naissance du fameux Hamas. Alors le Hamas, c'est un mouvement sunnite qui a été un mouvement terroriste sunnite qui finalement s'est opposé à l'OLP parce que quelque part l'abandon du terrorisme par l'OLP ne satisfaisait pas tout le monde parce que finalement à la fin ça n'avançait pas plus pour la cause palestinienne. Donc le Hamas est né, alors c'était en 1987 de mémoire. Leur siège, c'est vraiment la bande de Gaza au sud-ouest d'Israël. Et progressivement, notamment en 2007, politiquement, ils ont remporté les élections législatives palestiniennes et ils ont viré l'OLP de la bande de Gaza, mais avec toujours cette intention guerrière. Voilà. Et aujourd'hui, on en est là. Alors, ce qui s'est passé récemment, finalement, ça n'est que la poursuite d'un conflit qui date depuis 1948 finalement, depuis la création de l'État d'Israël, mais c'est un conflit aussi qui arrange quand même pas mal de personnes, et c'est pour ça que les événements autour du Hamas, il y a de fortes possibilités pour qu'il s'agisse d'un faux drapeau, ou c'est-à-dire d'événements un peu arrangés, parce que finalement, le fait que le Moyen-Orient soit en guerre, ça arrange quand même pas mal de monde, ça arrange notamment le lobby militaro-industriel. Voilà. En plus, on va dire que du côté de l'UKR, ça se passe plus trop bien. L'OTAN reconnaît que de toute façon, la Russie va s'en sortir largement vainqueur. Donc finalement, ça arrange beaucoup de monde de pouvoir créer un nouveau conflit de déstabilisation. Voilà, ça fait partie de la logique des choses de chercher toujours à attiser les peurs, attiser les haines. Et si depuis 2020, on n'a toujours pas compris, mais c'est que ça va continuer. C'est que ça va continuer. Donc on ne peut pas réagir. Et la réaction des États, des gouvernements, notamment européens, elle va aller toujours dans le sens de vouloir figer encore plus les peurs. Là, on va certainement passer en état de siège, ou etc. etc. Donc voilà un petit point que je voulais vous présenter sur le conflit israélo-palestinien. Quel va être son devenir ? Malheureusement, je n'ai pas de très bonnes nouvelles pour le moment. C'est-à-dire que la situation, elle va s'enliser. Peut-être une tentative à la fin de l'année, à la fin du mois d'octobre, de négociation qui pourrait ne pas aboutir, ou au moins, à tout le moins, calmer le jeu, mais on va rester dans une situation extrêmement électrique et tendue, et puis bien sûr, malheureusement, c'est encore des civils qui vont trinquer, et des deux côtés. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Au niveau de l'actualité, bon, pour cette fin de l'année, je pense que je vous ai à peu près tout résumé, tout synthétisé. On n'est pas dans une situation qui va évoluer, on reste dans une situation qui va être inconfortable. Donc, ne craignez pas de vous retrouver encore dans des situations d'angoisse, mais essayez de les contrôler, ces angoisses. Ça fait partie de notre chemin, ça fait partie de notre cheminement, de nos expériences, de notre réveil aussi tout simplement, hein, de notre solidification intérieure. Donc si on a du mal vraiment avec toutes ces émotions-là, le plus simple, vous coupez la radio, vous coupez la télé, vous coupez aussi les médias sociaux parce que ça vous... Je crois que pour beaucoup, je ne connais pas les quantités, mais en tout cas pour certains d'entre vous, ça ne vous fait pas du bien de nous écouter, nous, les astrologues, les voyants, les médiums. Cessez, et surtout cessez de nous croire. Nous ne sommes pas des prophètes, nous n'avons pas la science infuse, nous ne détenons pas la vérité. Moi, mon titre, à mon niveau personnel, je ne fais qu'interpréter le climat désastre. Désastre, oui, ça c'est désastreux. Mais je vois ce qui se passe dans le ciel. Maintenant, vous dire comment ça va se concrétiser ici-bas, ça n'est pas possible. Je peux juste vous dire que... Alors évidemment, si je sais qu'il va se passer... il y a un agenda, par exemple un agenda électoral ou un événement comme les Jeux Olympiques, oui, bien sûr, selon le climat du ciel, je pourrais vous dire ça va bien ou ça va mal se passer.
Voilà. En termes de mouvement réactionnel, de mouvement réactionnaire, c'est plutôt à partir du mois de juin que je pense que les choses vont commencer vraiment à bouger. Parce que là, on va rentrer dans une période où les astres sont des astres qui créent un conflit de situation insurrectionnelle. Puis à ce moment-là, on a les élections européennes. Et même qu'au début du mois de juin, fin mai, début juin, ou pendant les élections européennes, je pense que des attentats pourraient être commis. Mais quand je vous dis des attentats, c'est pas des attentats au couteau, là, c'est vraiment des trucs beaucoup plus glauques. Alors oui, peut-être que ça c'est angoissant, mais les attentats c'est pareil, il y en a toujours eu, on va pas s'arrêter de vivre. Hein. C'est comme j'avais remarqué, c'était sur les réseaux sociaux, je sais pas de qui c'était, hein, très franchement, je l'ai emprunté lors de mon dernier post dans la communauté, cette remarque qui disait avec beaucoup de sagesse qu'il est étrange ce peuple qui s'arrête de vivre de peur de mourir. Mais c'est exactement ça. Non, la vie elle continue. Quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, la vie elle continue. Et en plus, par contre, moi ce que je peux vous certifier du point de vue des astres, c'est que oui, il devrait, restons conditionnels, il devrait y avoir un mouvement insurrectionnel, des révoltes, peut-être une situation même révolutionnaire à partir du mois de juin. Donc quelque chose qui va peut-être faire un retournement de situation, ça ne sera pas terrible. Hein. Si ça arrive, ça ne va pas être terrible. Par contre, ça va faire du ménage. Et de toute façon, aujourd'hui, on ne pourra pas se débarrasser des mondialistes sans une réaction, malheureusement, dans la rue. Parce que je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, l'histoire nous l'a montré, chaque fois qu'on a une tyrannie qui se met en place, c'est le peuple qui va mettre fin à la tyrannie. Mais la façon dont il va le mettre fin, c'est qu'en général, le peuple, il est poussé dans ses extrémités. Alors attention, hein, c'est pas une menace que je vous fais, c'est juste là, je vous raconte un fait d'histoire. Voilà. Donc pour moi, les choses devraient commencer à bouger vraiment au mois de juin, au moment des élections européennes. Il y a les JO qui vont arriver juste après. Alors sur les JO, lors de ma dernière vidéo, j'ai mis un bémol sur l'organisation de ces JO. J'avoue que je sais pas trop comment ça peut se passer. En tout cas, je ne savais pas trop. Là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de regarder ce qui va se passer sur le thème du président ou directeur, je ne sais pas quel titre il a, du comité, du COJO, hein, le comité olympique d'organisation des Jeux olympiques, qui est un garçon, qui est un ancien athlète, hein, un de nos brillants athlètes d'ailleurs, qui s'appelle Tony Estanguet. Je crois qu'il est double ou triple médaillé d'or du kayak. Et donc, j'ai regardé son thème, et au moment de l'ouverture des JO, les astres sont plutôt avec lui. Donc ça me laisserait supposer que les JO vont bien avoir lieu. Par contre, je ne suis pas certain qu'ils aient lieu dans des conditions extrêmement sereines. Ça risque d'être très compliqué. Donc finalement, ce que je pensais, j'ai pas pensé, mais les hypothèses que je posais sur une annulation ou un report des JO, je ne crois pas. Il devrait vraiment démarrer, il devrait bien avoir lieu, mais pas dans de très bonnes conditions. On verra, hein, voilà, je ne vous fais pas de promesses, je ne vous demande pas de me croire, et surtout ne me croyez pas, parce que je ne dois pas avoir d'influence sur vous. Encore une fois, je ne fais que traduire les astres. Alors par contre, là où ça va être plus intéressant, c'est les États-Unis. Hein, ça fait très longtemps que je vous parle des États-Unis. J'ai mis notamment sur ma page Facebook et ma page VK une vidéo, une interview de la célèbre politologue des régimes totalitaires Hannah Arendt qui nous parle des États-Unis, de l'essence même des États-Unis. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Hein, rendez-vous sur VK ou sur Facebook. C'est passionnant. Ce que cette femme, l'analyse de cette femme. Hannah Arendt, qui est d'ailleurs c'est une juive hein, qui a été obligée de fuir l'Allemagne pendant la guerre. Elle a trouvé refuge aux États-Unis. Donc les États-Unis, évidemment, ça va beaucoup bouger. On est en plein retour de Pluton, c'est-à-dire 245 ans d'histoire américaine depuis la naissance, et c'est un cycle de Pluton. Donc là, ça va beaucoup bouger. Actuellement, il y a eu un petit épisode là autour de Trump, autour du speaker de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui s'est fait virer.
Bon, ça lui pendait au nez depuis le début, hein. Il n'était pas très... Il y avait déjà quelques menaces qui lui pesaient dessus. Il a été viré et là on a dit c'est peut-être Trump qui va prendre le perchoir, hein, qui va le remplacer, qui va devenir le speaker. Parce qu'aux États-Unis, pour devenir speaker de la Chambre des représentants, on n'est pas obligé d'être élu soi-même représentant. On n'est pas obligé de siéger dans la Chambre pour être élu au perchoir. Donc, sur proposition d'un représentant, on peut nommer une personne extérieure à la Chambre. Donc, il n'est pas impossible que Trump puisse venir. Alors, qu'est-ce que je pourrais en lire? Si je regarde sur le thème de Donald Trump, je pense qu'il vaut mieux se réserver pour lui pour les présidentielles. Il va faire parler de lui, ça c'est sûr, pour cette élection, mais je ne crois pas qu'il prenne le poste de speaker. Encore une fois, je peux me tromper, hein, c'est une interprétation de ma part, ça n'est qu'une interprétation de ma part, mais je ne pense pas. Par contre, il devrait avoir beaucoup plus d'influence et de rôle, bien sûr, pour les prochaines élections, qui vont être compliquées aussi, les élections américaines. Il y a aussi RFK, qui, à mon sens, vous savez que là, il vient de démissionner du Parti démocrate. Il est sorti du Parti démocrate pour pouvoir se présenter à la présidentielle américaine en tant que candidat indépendant. Et sur son thème, malheureusement, nous n'avons pas sa date de naissance. Pardon, on a sa date de naissance, mais on n'a pas son heure de naissance. En tout cas, par rapport à sa date, on peut voir qu'il y a quand même une certaine dynamique qui me laisse à penser qu'il va tenir un rôle non négligeable au cours de ces élections. Peut-il avoir la chance d'être élu? Très franchement, je suis dans l'incapacité de le dire tant que je n'ai pas l'heure de naissance de Kennedy. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le point. Ça fait un peu plus de 35 minutes de vidéo. Attendez, j'ai pris des notes. Je regarde de quoi je peux parler encore. Non, écoutez, je pense que je vais en rester là. Ça fait déjà une vidéo qui commence à être longue. Que vous dire pour conclure? La vie est belle, la vue est belle. Très joli paysage, n'est-ce pas? Finistère. Voilà, sachons profiter des instants quotidiens de la vie, de ce qu'elle nous apporte. Oui, il y a des choses qui ne sont pas sympas, oui, il y a des choses négatives, oui, il y a des choses angoissantes, oui, il y aura toujours des vilainies dans le monde, c'est pas nouveau. Et puis là, en plus, peut-être que ces vilainies, elles sont en train d'accélérer, mais si elles accélèrent, c'est quelque part, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que de l'autre côté, ils ne sont pas très sereins non plus. Croyez-moi, ils ne sont pas sereins. Ah oui, tiens, je pensais aussi à une chose. J'ai regardé le thème de Netanyahou là en Israël. Alors, je ne sais pas si ce thème est le bon. Encore une fois, il y a toujours des doutes à avoir. Par contre, quand je vois son thème, alors, il peut avoir des choses très positives, mais plutôt l'année prochaine. Mais là, en ce moment, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est malade, ce gars-là. Alors, si c'est le cas, ça veut dire qu'on est plutôt en train de profiter de sa faiblesse pour pouvoir faire des conneries. Bon, bref, là, encore une fois, ce n'est qu'une interprétation de ma part. Astrologique. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Profitez de l'automne. Là, on a les feuilles qui commencent à tomber. Faites des balades en forêt, ça fait du bien. C'est toujours une belle période, les promenades d'automne en forêt, quand les arbres prennent toutes leurs couleurs. Mangez les fruits de saison. Allez ramasser des châtaignes. J'en ai ramassé 12 kilos là, ce week-end. Il y a les champignons, il y a les courges. Faites des veloutés au potimarron. Bref, faites-vous du bien et arrêtez d'angoisser. Voilà. Et puis, si vous ne me croyez pas moi, parce que je vous demande de ne pas me croire, ne croyez pas plus les autres. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis, en attendant, portez-vous bien. À bientôt.